Et nous sommes en somme les alliés des Saoudiens qui sont en train de préparer sur le terrain syrien, qui est un véritable appel d'air pour tous les jeunes gens qui ont envie de participer à un djihad. Ils sont en train de préparer tout ce qui va aider à la relative nuisance, voire peut-être même à la déstabilisation de certains pays européens ou autres. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bon, la situation en Irak est très simple. D'une part, il y a une zone irakienne qui s'appelle le Kurdistan d'Irak, qui est en paix. 3 attentats en une dizaine d'années, donc c'est ce qui s'appelle être en paix. En définitive, les Anglais en ont eu autant, sinon davantage. Et où il y a un investissement considérable en gaz et en pétrole qui permet une prospérité toute nouvelle après 80 années de difficultés. Donc le Kurdistan d'Irak marche très bien. C'est là où je me trouvais essentiellement. Autrement, le reste de l'Irak, où j'ai eu l'occasion de me rendre dans les années précédentes, c'est un endroit où chiites et sunnites continuent de s'affronter depuis 2003, c'est-à-dire depuis l'intervention américaine qui, sur plan local, en ce qui concerne en tout cas les sunnites, a été évidemment catastrophique pour eux, dans la mesure où ils ont été marginalisés du pouvoir, plutôt bienvenue pour les chiites qui étaient, eux, dominés et même profondément réprimés, mais qui sont aujourd'hui divisés. Alors évidemment, ceci apporte un coup de main très sérieux à l'Iran. L'Iran se trouve renforcé avec d'une part Bachar el-Assad, le Hezbollah, l'Irak de M. Nouri el-Maliki, mais à cause précisément de cette guerre en Syrie, qui n'est pas qu'une guerre civile, mais une guerre tridimensionnelle, avec d'une part la guerre civile bien sûr, mais par ailleurs un conflit international avec les Russes d'un côté et les Occidentaux de l'autre, et surtout, de façon centrale, un bras de fer considérable entre sunnites et chiites. Et quand je dis sunnites, en réalité, il s'agit de sunnites militants, salafistes ou djihadistes, selon la façon dont on les appelle, et qui sont très largement soutenus par les pays du Golfe, et tout particulièrement par l'Arabie saoudite. Donc tout ceci se répercute sur l'Irak, qui, aux yeux des salafistes, par exemple, est la prochaine cible après Bachar al-Assad, s'ils parviennent à le déstabiliser. En ce qui concerne l'avenir du Kurdistan irakien, cet avenir semble pour l'instant garanti par un accord entre l'État turc et la semi-indépendance de facto ou la grande autonomie, on peut appeler comme on veut, du Kurdistan irakien, dans la mesure où pour 25 ans, il y a la garantie d'un échange pétrolier à travers des pipelines construits malgré le désir de Bagdad. Bagdad veut contrôler, mais n'a plus les moyens de contrôler. À partir du moment où les Kurdes ont été capables de signer des contrats avec Chevron, Mobil, Exxon, Total, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, ces grandes compagnies américaines peuvent même acheter l'État irakien. Donc il n'y a plus qu'à reconnaître qu'effectivement Bagdad ne contrôle plus et qu'on marche vers quelque chose qu'on pourrait appeler une fédération, voire même une confédération. On ne sait pas quel avenir est réservé, mais en tout cas, une chose est certaine, ce pays qui dispose d'une armée, d'une police, d'un État, d'une constitution, d'un parlement, enfin qui dans l'ensemble est plutôt ouvert par rapport à tous les États qui sont autour. Cet État kurde aujourd'hui paraît avoir devant lui un avenir indiscutable. Voilà. Qu'en est-il de la situation syrienne ? Je crois que c'est très important, la Syrie à l'heure actuelle, dans la mesure où ça coagule l'ensemble des contradictions du Proche-Orient. S'y livre, comme je vous l'ai dit, un conflit vaste entre sunnites et chiites,
et qui démarre en définitive, pour ne pas remonter à la succession de Mahomet, puisque le chiisme démarre sur qui va succéder au prophète, qui démarre en 1979 avec la montée au pouvoir de Khomeini. La montée au pouvoir de Khomeini, c'est la montée au pouvoir d'un pays iranophone, c'est-à-dire non arabe, et chiite, c'est-à-dire appartenant à la minorité des 15% de chiites dans le monde, alors que le monde musulman est à 85% sunnite. L'Arabie saoudite, qui a été à l'origine de la réislamisation militante depuis de longues années, notamment depuis 1973, premier choc pétrolier qui lui a donné des moyens considérables pour avoir une influence en matière de médressa, c'est-à-dire d'écoles religieuses, de prêcheurs, de construction de mosquées, de l'Afrique sud-saharienne jusqu'en Indonésie. En 1979, quand elle voit que l'ayatollah Khomeini prétend être le représentant de l'anti-impérialisme et de la révolution musulmane à travers le monde, vraiment prend ça le plus mal possible. C'est en quelque sorte lui ravir son hégémonie spirituelle et surtout politique. Et en 1979, la même année, à la fin de l'année, lorsque les soviétiques interviennent en Afghanistan, l'Arabie saoudite, en même temps que le Pakistan et d'ailleurs la CIA, est ravie de pouvoir animer, organiser, financer un djihad sunnite. Parce que le djihad des moudjahidines afghans, c'est un djihad sunnite, tout comme celui des talibans. En d'autres termes, le conflit en Afghanistan va alimenter la rivalité entre les Iraniens et les Saoudiens, et les Pakistanais d'ailleurs. Les Iraniens, eux, vont aider les Hazaras, qui sont un groupe ethno-religieux qui se trouve en plein centre de l'Afghanistan et qui sont chiites. Et tout ça va évidemment se répercuter en 2003 lorsque les néoconservateurs décident de remodeler le Grand Moyen-Orient et de terminer une guerre qui n'avait pas été achevée. Malheureusement, leur projet, qui était un projet considérable et pour lequel ils avaient confiance dans la mesure où l'Union soviétique avait disparu en 1991, qui se sentaient omnipotents, leur projet c'était s'emparer de l'Irak de Saddam Hussein, y installer un régime qui leur soit favorable. Effectivement, ça partait plutôt bien, l'idée selon laquelle 20% de Kurdes et 60% de chiites seraient très satisfaits d'être débarrassés de la dictature sunnite de Saddam Hussein, mais le projet a capoté. Les sunnites ne se sont pas laissés dépouiller aisément d'une hégémonie qui était la leur depuis toujours, depuis l'Empire ottoman, depuis le mandat britannique, depuis Qassem, qui était le précédent avant Saddam Hussein, et ils se sont battus et ils ont été aidés par les erreurs de Paul Bremer, le proconsul qui avait été envoyé en Irak et qui avait décrété que l'armée retourne dans ses foyers sans paye, l'armée qui était composée en partie importante de sunnites, et ensuite qui a déclaré que tout membre du parti basse, et il y avait beaucoup de sunnites qui étaient bassistes, parce que c'est comme ça qu'on pouvait avoir une place, comme dans tous les pays communistes, vous avez la carte du parti, vous avez du travail. Et ils ont été en somme marginalisés entièrement et ils se sont véritablement révoltés avec en plus les erreurs et maladresses commises par des troupes américaines qui étaient excellentes pour un combat classique, mais absolument pas préparées à une guerre de contre-insurrection, à une pacification, à la construction d'un État, etc., etc. Donc l'Irak, ça s'est très mal placé. Le projet d'affaiblir à l'époque la Syrie n'a pas marché non plus. Il était question que la Syrie cesse d'aider le Hamas et le Hezbollah. Au contraire, le Hezbollah s'est renforcé, puisqu'en 2006, il résiste plutôt victorieusement à l'incursion israélienne. Et puis, le troisième volet, c'était on va aider à un changement de régime à l'intérieur de l'Iran. Ça n'a pas marché non plus. Donc, fiasco, reconnu d'ailleurs, puisqu'en fin de compte, au deuxième mandat de Bush, les néoconservateurs s'effacent. Et la problématique selon laquelle les États-Unis allaient remodeler le Moyen-Orient disparaît. Voilà, c'est ça la situation à la veille de 2008, c'est-à-dire du début de cette crise,
qui est officiellement le début de la fin, pourrait-on dire, de la domination absolue de ce qu'on appelle l'Occident sur le monde. D'un seul coup émergent les Chinois, les Indiens, les émergents qui sont en fait des réémergents, on les avait déjà vus, les Turcs avec l'Empire ottoman, etc. Et le monde prend une teinte complètement différente. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'en Syrie se livre un combat entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et que l'Arabie saoudite, qui ne fait plus partie volontairement du Conseil de sécurité, poursuit d'autres buts que ceux des États-Unis. En d'autres termes, ce vieil allié, aujourd'hui, a pris complètement son autonomie et joue la carte de l'islamisme radical qu'elle n'a cessé d'alimenter depuis 3 décennies minimum. De la même façon que les Turcs, par exemple, qui se sont considérablement renforcés grâce à une politique économique intelligente, les Turcs ne vont pas suivre les objurgations américaines dans la mesure où il n'y a plus l'URSS, où ils se sentent beaucoup plus forts et ne sont plus des clients comme ils ont pu l'être jadis. Et puis c'est très net que sur le plan intérieur syrien, par exemple, ce qu'on appelait la coalition nationale syrienne, l'armée syrienne nationale, etc., c'est beaucoup affaibli par rapport à la montée considérable des divers groupes islamistes, qui sont nombreux. L'Arabie saoudite avait déclaré qu'elle finançait 43 petits groupes. Tout récemment, ça c'est des groupes qui s'étaient formés en septembre, tout récemment, au mois de novembre, s'est formé avec 7 autres groupes un front islamique. En somme, pour l'essentiel, du côté de ce qu'on appelle la résistance, celle-ci est contrôlée par les islamistes. Et pourquoi d'ailleurs les États-Unis s'abstiennent d'envoyer des armes aux modérés, dans la mesure où ces armes, il y a de ça à peine une semaine, ont été dérobées par les islamistes. En définitive, sur le terrain, les islamistes progressent et nous sommes en somme les alliés des Saoudiens qui sont en train de préparer sur le terrain syrien, qui est un véritable appel d'air pour tous les jeunes gens qui ont envie de participer à un djihad, ils sont en train de préparer tout ce qui va aider à la relative nuisance, voire peut-être même à la déstabilisation de certains pays européens ou autres. L'Occident, et notamment les pays européens, craignent un retour du bâton concernant les recrutements djihadistes qui ont lieu dans leur pays. Que pouvez-vous nous en dire ? Ça fait partie de la propagande, comment dirais-je, des médressas pro-saoudiennes ou pro-Al-Qaïda qui travaillent sur l'islamisme militant, proposent un djihad extérieur, à la fois contre les régimes arabes dits impies, c'est-à-dire qui ne pratiquent pas la charia, et contre les Occidentaux d'une façon générale et naturellement Israël. Et alors, ceci produit sur le plan de l'avenir très peu de possibilités, comme les Chinois ou comme les Indiens, de parvenir à une croissance économique, ce qui est quand même le but essentiel aujourd'hui de n'importe quel pays. Il faut faire de la croissance, il faut arriver à vaincre le chômage, l'arriération, il faut créer des capacités d'absorption des jeunes générations, il faut donner de l'éducation, etc. Bon, là-dessus, les régimes arabes n'arrivent à rien faire, ni en Égypte, comme on l'a vu, ni en Syrie, ni en Irak. En d'autres termes, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de nuisances, mais ils sont embarqués dans une dynamique, en fin de compte, non productive, où ils vont se heurter en définitive à une espèce de mythologie d'un retour supposé à la pureté de l'islam des premiers siècles, à un califat virtuel et à un programme qui n'a aucun rapport avec le monde contemporain. En fin de compte, par rapport aux Turcs, par rapport aux Indonésiens, par rapport aux Malais, qui sont aussi des musulmans, bon, le monde arabe aujourd'hui piétine et s'est embourbé dans une lutte qui mène direct à une impasse politique.
Les États-Unis et la France se sont enorgueillis d'avoir obtenu un désarmement chimique du régime de Bachar al-Assad, là où d'autres applaudissent la réelle politique exercée par Poutine, permettant aux États français et américains de sortir du conflit la tête haute. Quel est votre avis sur la question ? Mon point de vue, c'est que d'une part, les États-Unis n'avaient aucune envie d'intervenir de façon concrète dans un conflit de plus. Il y a eu le long conflit irakien, il y a eu le conflit prolongé qui n'est pas terminé encore en Afghanistan, l'un et l'autre n'étant pas victorieux. Il y a eu l'expérience libyenne qui s'est révélée en définitive un succès tactique, mais sur le plan stratégique plutôt un échec, dans la mesure où la Libye d'aujourd'hui n'est pas un État qui contrôle son territoire et dont le dégât collatéral est ce qui se passe dans le Sahel, Mali en tête. Donc remettre ça sur un terrain aussi complexe que la Syrie, où tout le monde est là, les Américains n'y tenaient pas particulièrement. Par contre, soit dit par parenthèse, quand il s'agit de leurs intérêts vitaux, c'est-à-dire dans l'Asie-Pacifique, lorsque la Chine a décrété il y a de ça une dizaine de jours que les îles qu'elle réclame ne pourraient plus être survolées sans qu'on les prévienne, avec leur permission, le lendemain même, le président Obama a envoyé des B-52 qui n'ont rien demandé aux Chinois pour bien montrer que, doucement, ici, les règles du jeu, c'est encore nous. Donc, c'est pour dire que s'il avait vraiment voulu, il aurait pu. Mais le choix, à l'heure actuelle, en Syrie proprement dit, c'est entre la peste et le choléra. C'est-à-dire le régime de Bachar, ça n'a rien d'enthousiasmant, c'est une dictature, comme beaucoup d'autres dictatures, qu'on a supportées comme beaucoup d'autres dictatures pendant 2 générations, mais qui est quand même celle d'une minorité contestée par une majorité. Les alaouites étant 12% grand maximum, je pense, et les autres sunnites essentiellement 70 à 75%. Bon, maintenant... soutenir les salafistes, c'est en quelque sorte soutenir vos ennemis de demain. C'est donc absurde. Donc la tentative de l'administration Obama, en fin de compte, c'est d'essayer de reprendre le jeu en essayant de le calmer. Et au centre de ce jeu, parce que finalement, pour les Saoudiens, le conflit syrien, c'est affaiblir l'Iran. Il s'agit d'affaiblir l'Iran. C'est ça le but ultime. D'ailleurs, que pouvez-vous nous dire sur la nouvelle situation iranienne ? Avec la montée de Rouhani au pouvoir, parce que les Iraniens sentent bien qu'ils sont de plus en plus étranglés par l'embargo, avec la montée de Rouhani, on a une possibilité de déboucher sur un compromis, c'est-à-dire que je ne marche plus vers la possession du nucléaire et vous pouvez effectivement contrôler ce qu'on a, le visiter, etc. Et en échange, eh bien, vous desserrez le garrot qui nous étouffe. Est-ce que ça va marcher ? C'est pour janvier, le pas suivant, pas sûr. Il y a à Washington beaucoup d'opposants à cette politique de relatif compromis. Ils sont pour la manière dure, il n'y a qu'à continuer à serrer. Et puis à l'intérieur de l'Iran, il y a aussi les durs qui disent pourquoi faire un compromis avec ces types qui nous haïssent. Si on avait le nucléaire, nous serions en sanctuarisme. Si vous voulez aider Agence Infolibre à se développer, merci à vous de précommander notre calendrier 2014. Je pense que vous ne serez pas déçus. Merci à vous. Ciao.